Le roi de la nuit, un communiste. Attends, on parle bien de Game of Thrones là? Oui, on parle bien du Darth Maul bleu qui passe son temps à fixer des choses. Et quel rapport avec le communisme? Je voulais vous parler de ce méchant qui m'a fasciné, alors je me suis retapé chaque scène où il apparaît, et franchement, la ressemblance est évidente. Un dictateur qui veut imposer sa volonté aux autres, une horde de pauvres en haillant à son service, de la neige... Attends, tu fais du OSS 117 là. La dictature, c'est quand les gens sont communistes, qu'ils ont froid. Exactement, non mais blague à part. J'ai vraiment creusé son histoire, et j'ai fait des découvertes extraordinaires sur son passé de gauchiste. Alors si tu veux comprendre pourquoi on a affaire à un coco à la sauce fantasy, ou que tu veux simplement te marrer avec moi, installe-toi bien confortablement avec ton meilleur plaid. Parce qu'avec mon humour et ma mauvaise foi, on t'emmène dans le Nord à la découverte de la véritable histoire du roi de la nuit. Alors avant qu'on revive les instants épiques du roi de la nuit, il faut qu'on éclaircisse les zones d'ombre de son histoire. Déjà, est-ce que vous vous rappelez d'où il sort le roi de la nuit? C'est pas juste un méchant qui s'est mis en tête de fracasser tout le monde sans raison. Le gars, il est né dans la douleur. Donc faut avouer que ça te prédispose pas à vouloir faire des petits câlins d'amour à tout le monde. Surtout que l'idée, c'était pas juste de le transformer en Iceman, c'était d'en faire un esclave guerrier pour aller affronter les humains. Mais pourquoi ça, Nibor Jami? Parce que... la guerre! Attends, avant de t'enflammer avec tes histoires de geeks, faut qu'on parle de toutes ces pubs sur tes vidéos là. Oui, les pubs YouTube, bah quoi? T'en as pas marre d'ennuyer tout le monde avec ça? Bah un peu, mais faut bien que je vive, t'es marrante. T'es qui d'ailleurs? T'occupe pas de ça. Comprends seulement que je connais quelqu'un qui pourrait permettre à toute ta communauté de regarder tes vidéos sans pub. Oh, qui peut faire ça? Le seul vrai maître du Nord. NordVPN. Jamais entendu parler. Avec NordVPN, vous pouvez changer d'emplacement virtuel... je suis déjà à l'arrière. Ça veut dire que NordVPN utilise un chiffrage, une protection qui te permet de te connecter virtuellement, comme si tu étais ailleurs que dans ton pays. Et alors? Et alors, ça te permet de contourner la censure, d'accéder à de nouveaux contenus et d'esquiver les publicités. Par exemple, si tu te connectes en choisissant l'Albanie, hop, pas de pub sur YouTube. Ah, quand même. Mais ça craint rien de se connecter ailleurs? Au contraire, NordVPN te rend anonyme, il protège tes données contre les hackers et toutes les saletés qui essaient en permanence de voler tes données sur le web. Et il scanne même le dark web pour s'assurer que tes données n'ont jamais fuité. Donc je peux regarder YouTube peinard, être protégé... Autre chose? Oh, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je vais terminer en te disant qu'en plus, tu peux retrouver tes films et séries préférés sur les plateformes de streaming. Par exemple, sur le Netflix anglais, tu trouves toute la saga Harry Potter. Mais je comprends. C'est vous le sponsor de la vidéo? Oui, enfin, NordVPN quoi. Ok, ça y est, j'y suis, et les gens peuvent avoir 4 mois gratuits s'ils prennent des abonnements d'au moins 2 ans. Ce qui fait par exemple 2,90 € par mois pour la formule essentielle, c'est ça? C'est ça, en utilisant le lien que tu mets en description. Merci au vrai maître du Nord. Qu'est-ce que je disais moi? Ah oui, la guerre! En fait, 10-12 000 ans avant les événements de la série, t'as les premiers hommes qui débarquent à Westeros. Et comme dans toutes les histoires de fantasy, ce sont ni les plus malins, ni les plus subtils. Donc, en bon bourrin qui se respectent, ils se mettent à exploiter les forêts et à mettre des coups de hache dans tout ce qui a un tronc. Des capitalistes, quoi. Inévitablement, ils en viennent à découper des arbres qui sont sacrés pour les enfants de la forêt, et ça déclenche la guerre entre les deux peuples. Alors, vous vous dites des hommes adultes en guerre contre des enfants, ça ressemble plus à un massacre d'innocents qu'à une vraie guerre équilibrée, mon cher Nibor. Mais en fait, il faut arrêter avec le terme enfant. Là, on parle d'une espèce de bipède qui sont capables de vivre des milliers d'années, qui a des pouvoirs magiques et qui sont capables de jeter des grenades. Donc pas du tout mignon. Apparemment, ils étaient déjà en guerre avec les géants. Il faut quand même avoir confiance en tes capacités de bagarre pour être en guerre avec ça. Et pendant la guerre avec les hommes, ils ont notamment réussi à remodeler des bouts de continents tellement leurs pouvoirs magiques sont puissants. Donc, paye tes enfants sans défense. Hein. Et puis regardez-les, sans déconner. C'est des enfants, ça? On en reparle le jour où t'accouches d'une bestiole comme ça. Hein. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on devrait les appeler. Les bestioles de la forêt. Bref, du coup, au cours de cette guerre entre bestioles et humains, les bestioles capturent apparemment un homme et l'attachent à un arbre pour le transformer en Mr. Freeze, un esclave utilisé comme une arme. Donc, le premier marcheur blanc aide les bestioles à faire la guerre. Et a priori, il arrive à mettre tout le monde d'accord, parce que humains et bestioles font la paix, et pendant 2000 ans, ça file doux. Et puis un bon jour, bam, plein de marcheurs blancs se rebellent et décident d'aller bagarrer à la fois les humains et les bestioles. Ça entame la période de la longue nuit parce que pendant cette guerre, la nuit est totale durant toute une génération. Du coup, le chef des rebelles est appelé le roi de la nuit. Wow, ça va trop vite là. Là, je me suis dit comme vous, pourquoi d'un coup il y a des marcheurs blancs et d'où ils se rebellent? Je veux dire, ok, le premier White Walker, je comprends qu'il devait l'avoir amer. Le gars se fait capturer, planter par les bestioles, réduire en esclavage pour l'éternité. Donc oui, il y a de quoi se révolter assez vite. Sauf qu'en fait, il reste dans le rang, et c'est seulement 2000 ans plus tard qu'il enclenche toute une révolution avec une équipe. Donc que s'est-il passé? Pour moi, la réponse est dans la première apparition du Roi de la Nuit dans la série.
Elle est folle cette scène, on découvre un pouvoir incroyable du roi de la nuit. Il peut en fait transformer les bébés en marcheurs blancs. A priori ça fait donc plus de 10 000 ans qu'il peut faire ça, et ça a l'air de lui procurer beaucoup de joie, parce que c'est quasiment la seule fois où on le voit sourire. Maintenant, t'imagines la première fois où il s'est rendu compte de son pouvoir? Oh, mais qu'il est mignon, mais regardez ça. Oh merde. Oups, surprise! Mais en fait, une fois la surprise digérée, imaginez le vrai choc en profondeur pour lui. Le gars est esclave depuis des années. Il doit sans cesse combattre son propre peuple d'origine. Peuple d'ailleurs qu'il doit détester, à force de le combattre. Mais il n'a pas le choix, il doit quand même continuer à les défoncer. Son seul avenir, c'est une vie de meurtre, une vie de solitude, une vie d'exploitation. Bref, une vie de merde. Et d'un coup, il découvre qu'il peut tout changer. Il découvre que d'une simple caresse, il peut convertir. D'une simple caresse, il peut avoir une famille. Non, rien, tout va bien. Mais il va falloir se le créer. En secret, il se met à sortir la nuit pour trouver des bébés, à qui mettre des coups d'index pour se créer une grande famille. Et ça marche. Petit à petit, la famille s'agrandit. Bébé Findus, le petit McCain, les frères Picard, de quoi rendre heureux notre premier marcheur blanc. Sauf que le gars, il a juste ouvert la boîte de Pandore. Qui dit famille dit nouvelle responsabilité. Alors il cogite, il se pose des questions sur sa vie et sur le futur qu'il veut offrir à ses enfants. Il veut le meilleur pour eux. Mais comment? Comment peut-il y arriver dans ce système si injuste? Lui et sa future famille doivent se plier aux ordres d'une minorité et participer de force à tous les conflits entre ces espèces mortelles en piétinant les plus faibles. C'est inacceptable. Alors il rumine de nouveaux désirs. Il rêvasse et se surprend à penser « Dommage que je ne puisse transformer que les bébés immobiles. Si seulement j'avais le pouvoir de rendre tout le monde égal, ça serait si beau. » Et un beau jour, il a dû faire quelque chose qui lui a ouvert les yeux. Genre tuer un humain par accident et manifester son mécontentement. Attends, j'ai pas fait exprès, pardon, non, et voilà, merde. Oh, me touche pas. Recule. Avance. Tourne sur toi-même. Attends, mais en fait, tu vas faire tout ce que je demande? La dernière pièce du puzzle est en place. Mr. Freeze peut non seulement se faire une famille proche, mais il découvre qu'il a le pouvoir de convertir tout le monde à sa cause. Fini les guerres, fini la famine, fini les injustices. Le monde entier allait connaître l'unité, l'égalité totale dans la pauvreté, la mort et le froid. Mort à l'impérialisme et place au communisme bleu. Il lance donc sa première révolution, celle que les royalistes appelleront la Longue Nuit. Une révolution de plus de 20 ans durant laquelle le communisme prospère, fait de nouveaux adeptes chaque année et s'étend sur tout le continent. Mais alors qu'on aurait pu croire que la cause allait s'imposer définitivement, une alliance entre les bestioles et les premiers hommes change tout. L'impérialisme reprend l'ascendant et repousse les camarades de la Révolution bleue. Les marcheurs blancs sont détruits un à un, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le guide suprême, celui que les impérialistes appellent le roi de la nuit, titre qu'il n'a lui-même jamais utilisé puisqu'il est en opposition à l'idée même de royauté. Et c'est ainsi qu'après 20 ans de grandeur communiste, la révolution est réprimée dans le sang. Défait et abattu, le guide bleu se retire dans le nord pour panser ses plaies dans la neige et le froid. Après tout, c'est aussi ça le communisme. Il voulait un monde meilleur pour ses enfants, mais les vivants sont restés sourds à ses idéaux, ne lui accordant que haine et violence. L'utopie communiste ne représente plus de menace pour le reste du monde. Alors l'impérialisme se déploie à nouveau. Abattu, le guide suprême capitule et se fait oublier. Se contentant de méditer et de marcher seul dans la neige, à la recherche d'un espoir impossible à retrouver. Cette triste vie dure ainsi pendant plus de 10 000 ans. Mais un beau jour, l'ancien guide communiste décide de descendre vers le sud. Il constate alors que ses anciens ennemis ont construit un mur infranchissable. Il en est triste, mais trop déprimé pour vraiment se questionner à son propos. Il continue donc sa route à travers les bois. Et là, dans le calme de la forêt hivernale, il entend quelque chose. Un cri de nouveau-né. Un son qu'il n'avait pas entendu depuis des millénaires. Son cœur aurait bondi dans sa poitrine s'il en avait tué un. Il se rapproche du cri, puis il l'aperçoit. Un bébé humain, seul et abandonné dans le froid, tout comme lui. Il le prend donc dans ses bras, et après des millénaires de solitude et d'inactivité, il accomplit à nouveau le rituel. Il sauve ainsi la vie du bébé, en le transformant à son tour en marcheur blanc immortel. Le guide n'en revient pas. Il a à nouveau un fils. Il a à nouveau des responsabilités. Il doit le protéger, il doit bâtir une vie pour lui, il doit lui offrir un monde meilleur.
C'était le déclencheur dont il avait besoin. 10 000 ans après son premier échec, le guide suprême a à nouveau la motivation d'entamer sa révolution communiste. Première étape, il lui faut recréer son noyau dur, la famille qui constituera son soutien inconditionnel. Pour ça, il s'appuie sur ce bon vieux Craster, qui est donc le papa du nouveau bébé adopté par le guide. Tel un parrain mafieux, le roi de la nuit met quelques coups de pression à Craster au début pour lui faire comprendre que maintenant, les bébés, c'est pour lui. Bon, ce qui arrange bien Craster. Par contre, il lui demande d'accélérer la cadence. Donc Craster met les bouchées doubles. Et là où ça devient dégueulasse, c'est que je vous rappelle que Craster, c'est le violeur incestueux qui vit au-delà du mur. Pour que ce soit plus clair, monsieur, je fais des bébés à mes filles. Du coup, ça veut dire que le bébé en question et tous les marcheurs blancs au moment de la série, ce sont en fait les frères de Gilly. Ou ses oncles. Ses neveux. Bref, ils ont tous le même sang, donc quelque part, c'est une vraie famille pour le roi de la nuit. Ça a du sens qu'il ait envie de leur offrir une meilleure vie, moi je dis. En tout cas, grâce à l'absence de morale de Craster, notre Night King se construit une belle petite famille en quelques années. Les frères de l'hiver grandissent et deviennent le parti unique du petit père des peuples. D'ailleurs, je dis grandissent parce qu'au final, le roi de la nuit, il les recueille quand ils sont tout petits. Mais nous, on les voit adultes. Donc, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une école pour les White Walkers? Est-ce qu'il y a une adolescence? Est-ce qu'il y a des styles et des modes qui évoluent? Parce que je vois qu'il y en a qui ont des barbes, d'autres qui n'ont pas de barbe, donc je me pose des questions. Mais je m'égare, revenons-en à notre Night King. Maintenant qu'il est bien entouré, il peut passer à l'étape 2. Répandre la bonne parole. Travailleurs et peuples opprimés de tous les pays, unissez-vous! Du passé faisons table rase. Hasta la victoria siempre! Ah, il y a des slogans vraiment convaincants. Hein. Le problème, c'est que les sauvageons sur lesquels ils tombent, ils sont pas vraiment chauds. Du coup, le roi de la nuit parvient pas vraiment à grossir les rangs juste avec ses idées. Un problème, vraiment? Voyons, on parle de communisme, il suffit de tuer tous les opposants. Une méthode qui fait ses preuves et permet rapidement au guide suprême de réunir un grand groupe de fidèles. Mais il reste des dissidents à qui ouvrir les yeux. Alors le guide descend jusqu'à la petite ville de Durlieu. Attardons-nous sur ce passage car c'est une très belle illustration de la méthode communiste. Unissez-vous! Rejoignez la lutte! Refus d'entendre raison, ça passe à l'étape 2, la conversion de force. Tant pis! On passe aux arguments correcteurs, les gars! Et là, regardez un peu l'efficacité de la méthode, sans déconner, personne ne peut résister. Des arguments vraiment bétants, ces cocos. Par contre, tous les membres du parti ne se valent pas. Regardez là, par exemple, quand Jon Snow veut récupérer les dragons de glace dans la cabane. Pourquoi le White Walker le tue pas par derrière? Au lieu de le secouer là. Ce gogol va même réussir à se faire tuer, rendant son père, le guide suprême, mais alors fou de tristesse. Regardez, il pleure à chaudes larmes. Heureusement, l'attaque, la persuasion continue jusqu'à ce que tous les renégats soient à terre. Puis le leader suprême arrive, badass comme jamais, et on assiste presque au premier Viking Club de l'histoire. Relevez-vous, camarades. Unissez-vous contre l'impérialisme. Et les nouveaux convertis se relèvent alors, nés à nouveau, tel un baptême. Bienvenue au parti, camarades. Mais quelle beauté cette scène, ce n'est pas un carnage, non. Si vous êtes dans le bon camp, c'est une scène de liesse et de camaraderie. Des milliers de nouveaux adhérents viennent grossir les rangs de l'utopie communiste. La mort n'existe plus, l'inégalité n'existe plus. Et bientôt, l'armée bleue va descendre vers les terres du Sud pour étendre son influence. Mais avant, il reste une petite chose à faire. Pour imposer un régime totalitaire dans le temps, la force ne suffit pas. Il faut aussi travailler sur l'histoire qui sera racontée, sur les mémoires, sur les fondations de la culture. Autrement dit, il faut cancel tout ce qui ne va pas dans le sens de votre doctrine. Dans le cas de notre cher roi de la nuit, ça veut dire quoi? Il doit brûler les bibliothèques? Oui, en partie. Mais ce qui renferme vraiment la mémoire de l'humanité vivante de Westeros, c'est ça. Les handicapés. Quoi? Mais non, la corneille a 3 yeux. D'abord, elle est incarnée dans ce monsieur qui s'est accouplé un peu trop longtemps avec un arbre, puis celui-ci fait un transfert de données vers Bran, bon, qui effectivement ne peut plus marcher non plus. Donc apparemment, faut surtout pas pouvoir courir si tu veux devenir le disque dur du monde. Le roi de Denis veut donc à tout prix mettre la main sur la corneille à 3 yeux, car c'est ça son vrai ennemi. Et je sais que ce motif a déplu à pas mal de fans, mais en fait, si tu prends ça sous l'angle régime communiste, c'est très logique. Ça marche de la même façon entre humains normaux, hein. Jetez un œil sur Twitter si vous voulez des preuves. Bref, le roi de la nuit a besoin de choper la corneille, mais il ne sait pas où la trouver. Et ça aurait pu rester comme ça pendant encore des siècles, si Bran n'avait pas fait un petit peu trop de zèle avec ses visions sous acide là. Tchac, trop tard mon vieux, le guide t'a collé une puce GPS option passe universelle sur le bras, et je peux te dire que ta localisation va pas traîner. Rejoignez la grande armée bleue ou mourrez. Bon, évidemment, personne ne l'écoute, hein, donc le roi de la nuit prend les devants et s'occupe d'aller convertir tout ce beau monde à grands coups de glace. Mais grâce à la bravoure stupide de Hodor,
ce mollusque de Bran parvient à s'échapper sur son traîneau préféré. Un contretemps pénible pour le communisme, mais c'est finalement qu'un délai pour le roi de la nuit, puisque qu'importe quand on est immortel. Malgré la contrariété de la corneille qui s'échappe, le guide est prêt à descendre vers le sud. Enfin, presque prêt. Il y a toujours ce détail du mur qui sépare le vrai nord du sud. Un détail de 200 mètres de haut quand même. Donc pas une mince affaire, mais le problème va en fait se résoudre de lui-même. Les amis, j'ai une idée. Parce que c'est à ce moment-là que nos petits génies d'humains vont avoir une idée brillante. So bring the dead to her. Alors c'est déjà pas très malin, mais le meilleur vient après. Mieux, et si on envoyait nos meilleurs guerriers et leaders en mission suicide? With the Queen's permission, I'll go north and take one. You're not in the Night's Watch anymore. You're king in the North. I'm the only one here who's fought them. Ah, j'en ai marre qu'on soit toujours les plus cons dans la fantasy. Après, ils sont pas complètement fous non plus, puisque dans le groupe, ils envoient quand même quelques PNJ qui ne serviront à rien d'autre qu'à se faire étriper les premiers par les ennemis. Remarquez d'ailleurs dans cette scène qu'on voit encore une preuve du désir d'union du roi de la nuit, puisque le gars convertit même les animaux pour leur donner la vie éternelle. Si ça, c'est pas une démarche écologique. Bref, nos héros humains se baladent dans le territoire ennemi, et ils arrivent à tendre une embuscade à un groupe de communistes appuyé par un haut membre du parti. Celui-ci se fait tuer par John Neige et tous les camarades s'écroulent, sauf un, parce que le hasard fait si bien les choses. Donc ça y est, la Team Rocket a son échantillon, elle peut descendre au sud. Mais bien sûr, l'œil de Moscou est partout. Et notre guide arrive rapidement sur les lieux du crime. Après tout, c'est normal, il vient de perdre un enfant. Les héros humains se réfugient sur une petite île au milieu d'un lac gelé, donc les camarades de l'armée bleue attendent, parce qu'apparemment l'eau est un problème pour eux. En tout cas, les camarades attendent simplement patiemment que le lac se solidifie, ce qui est vraiment un avantage concurrentiel incroyable quand t'es immortel, cette capacité à pouvoir juste attendre que les choses se passent. Et là, on peut dire merci à Sandor Clegane, mon personnage préféré. D'abord parce qu'il nous prouve que les camarades ne sont pas des zombies sans état d'âme. Écoutez le bruit qu'ils font quand il s'en prend à l'un des leurs. Attendez, écoutez mieux, approchez-vous, j'ai amplifié le son. Vous allez voir, on entend les paroles, c'est assez incroyable. Les rageux diront Photoshop. Et deuxièmement, on peut dire merci à ce bon vieux Sandor qui donne le top départ à toute la team mort-vivant grâce à un jet de pierre. Ridicule. Et c'est parti pour la bagarre. La bagarre. Et immédiatement, le limier fait un trou dans la glace. Pas con. Dommage qu'il n'ait pas pensé avant pour protéger toute l'île en faisant un fossé. La bataille fait rage. Les humains combattent vaillamment, mais inexorablement, l'armée bleue se rapproche et sent l'odeur de la victoire. Jusqu'à ce que les flammes de l'impérialisme creusent à nouveau un fossé entre les deux camps. C'est à ce moment-là que le guide suprême se décide à entrer en jeu. Alors, depuis le début, je salue le fait qu'ils ne soient pas pressés parce qu'ils sont immortels, mais là, vous allez voir qu'on bascule à un autre niveau. Ouah, putain, tu m'as fait peur, papa. Pff, la lenteur, quoi. Bah allez, go, 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 là, faut choper les autres, maintenant. Là, il est à l'arrêt, c'est vraiment le bon moment pour y aller. Hein. Il va partir, papa. Il s'en va, papa. Papa? Ah, putain, et voilà, bah oui, t'as exagéré, bah oui. Oh, quelle lenteur. Au début, je me suis dit, il doit faire ça pour paraître badass, tu sais, genre vraiment le mec cool, tellement sûr de lui qu'il a même pas besoin de se presser. Et en fait, faut pas oublier que le roi de la nuit, il vient de se taper 10 000 ans d'errance et de sieste dans la neige. Donc, on peut comprendre qu'il soit un peu rouillé ou juste qu'il ait pas la même notion de vitesse que nous autres. Par contre, il a une force, c'est invraisemblable. Et sans élan. En tout cas, grâce à la bêtise des ennemis du communisme, les camarades se retrouvent en possession d'un nouvel atout. Si les zombies ont un problème avec l'eau, qui a mis les chaînes aux dragons? Le père des peuples ramène donc Viserion à la vie, et avec lui, il peut tranquillement détruire le mur.
Après 10 000 ans aérés sans but derrière le mur, le roi de la nuit abat ce symbole de division. D'ailleurs, parallèle incroyable avec le communisme de notre univers. Chez nous, ce sont les communistes qui se sont enfermés derrière un mur qu'ils avaient eux-mêmes érigé, oubliant leur mission de répandre la bonne parole à tous les peuples du monde. Ici, le communisme ne refait pas la même erreur. C'est lui qui abat le mur. C'est lui qui traverse toutes les frontières et qui rassemble. Et c'est ainsi que la grande armée bleue se met en marche pour accomplir son destin. Les troupes communistes arrivent devant Winterfell, chute d'hiver pour les puristes. Une grande victoire s'annonce. C'est ici que le guide suprême va écraser le gros de la résistance, convertir une foule de nouveaux camarades et surtout détruire une bonne fois pour toutes cette foutue corneille à 3 yeux. Alors que la bataille est sur le point de commencer, une silhouette incongrue s'avance. Il s'agit de Mélisandre, la prêtresse rouge, évidemment opposée au bleu du communisme. Un vestige des temps anciens, une relique des superstitions qui ont divisé les peuples pendant des millénaires, du fanatisme religieux qui fait obstacle à la cause. Bref, que des foutaises. Ce n'est pas avec des prières qu'on arrête le... Bon, ok, elle avait un tour de passe-passe dans sa manche, pas mal. Mais regardez plutôt ça, la charge des Dothraki, épique, sauvage et excitante et oh combien débile. Eh les gars, j'ai une idée. Plutôt que de nous cacher derrière les murailles pour nous protéger ou d'essayer de prendre l'ennemi à revers, pourquoi est-ce qu'on ne chargerait pas plutôt directement dans le tas? Ouais, allez là, pastaga. Ouais les gogoles, allez, ça se fait torcher le cul en littéralement 2 minutes et ça sert qu'à une chose, étoffer les rangs de l'armée bleue. Pour 30 secondes de gloire, ça fait cher la traversée des continents. Du coup, ça jette un petit froid dans les rangs impérialistes. Ça pue fort là quand même, non? L'armée bleue déferle alors sur la ligne ennemie et crée un premier choc bien brutal. Les deux impérialistes en chef, John Neige et Tatidani, tentent d'attaquer directement les enfants du guide suprême. Mais le souffle du communisme s'abat sur eux et le combat devient aérien. Pendant ce temps, les eunuques préparent le repli des troupes, mais grâce à la ferveur des camarades bleus, personne n'arrive à allumer les tranchées. Encore une fois, la Horde du Nord est bien trop puissante. Les non-croyants vont être écrasés sans avoir une chance. Mais qu'est-ce qu'elle veut, la sorcière? Ça suffit, Mélisandre. Les superstitions ne peuvent rien face au pouvoir du... Bon, très bien. Mais si les impérialistes espèrent arrêter l'armée bleue avec des flammes, ils se trompent lourdement. Parce que tout camarade est prêt à se sacrifier pour la cause. Ils déferlent donc sur Winterfell, fous de joie à l'idée de convertir d'autres adhérents au parti. Pendant ce temps, ça bastonne toujours dans les airs entre les dragons. Le guide suprême nous refait le coup du lancer de javelot raté, puis tombe dans le vide. Dany le poursuit et le gratifie d'un sympathique... Dracarys. Qui n'a pas d'autre effet que de faire sourire notre cher roi de la nuit pour la 2e fois de la série. D'humeur taquine, il retente même un petit coup de javelot, mais là encore, le manque de pratique lui joue des tours et il rate sa cible. Pas grave, il continue son chemin et on profite au passage pour nous refaire un Viking Clap et mettre un petit coup de pression à John Neige. Le guide continue sa progression vers sa cible et il est rapidement rejoint par ses fils qui débarquent avec un style incontestable. Ça se bagarre de partout, dans la bibliothèque, dans les cryptes, autour de Winterfell, dans les rues et dans l'enclos où se sont réfugiés Bran et Theon. Et c'est là, dans cette impasse enneigée, que débarque le roi de la nuit pour abattre son pire ennemi. Après cette victoire, plus rien ne pourra l'arrêter. Ses armées pourront être repoussées un temps, mais il avancera toujours. Après cette victoire, c'est la mémoire des hommes qui disparaît. L'humanité va être cancel. Bon, pour pas changer, le guide marche très lentement, mais faut dire qu'il est sûr de réussir cette fois-ci. Il y a tous ses fils avec lui, l'enclos est rempli de camarades fidèles à la cause, il y a juste un eunuque et un enfant estropié sur un fauteuil roulant en face de lui. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Un écureuil volant, voilà ce qui pourrait mal se passer. Arya Stark surgit de nulle part. Enfin, d'une marée de zombies. Mais bon, on va dire qu'elle bondit de l'ombre et qu'elle se fait saisir à la gorge par le roi de la nuit. Allez là, tu vois quand tu veux, papa. Qui a quand même un incroyable regain de réflexes surnaturels sur le coup. Hein. Et là, c'est fini. Le dernier espoir de l'humanité est littéralement pris à la gorge. Dans quelques instants, le guide suprême savourera sa victoire. Sauf que, apparemment, c'est facile pour le roi de la nuit de sentir un assassin bondir dans son dos, se retourner en une fraction de seconde, le choper au vol. Par contre, une fois qu'il l'a en face de lui, fini les réflexes surnaturels. Le mec, il a épuisé ses dernières forces dans le volte-face. Du coup, contre toute attente, le numéro de jongleur de Arya fonctionne à merveille et tchac,
Elle plante le père des peuples avec une dague antique en acier valyrien. Encore une fois, le roi de la nuit se fait littéralement planter par l'ancien monde. Mais cette fois, ça sera la dernière fois pour lui et sa révolution. Et c'était bien là la seule faiblesse de ce mouvement. Tous étaient bien trop étroitement liés à leur leader suprême. 12 000 ans après sa création forcée, ce pauvre idéaliste de roi de la nuit meurt pour de bon. Ah, encore un méchant incompris qui disparaît. Si vous êtes arrivé jusque-là, déjà merci d'avoir tout regardé et je vous invite à vous abonner parce qu'on va construire quelque chose d'épique avec cette chaîne. Merci à vous, c'était Nibor pour vous servir.